Alors devant vous, vous avez des représentantes du domaine skiable. Ils sont très nombreux, ils travaillent la nuit. Ils sont là, bien entendu. Je vais vous demander de faire du bruit pour nos dameuses de ce soir. Et là, il faut crier, il faut qu'ils vous entendent. Oh. Messieurs, dames, la suite du spectacle, elle se passe tout là-haut, avec ce final, cette grande descente et le feu d'artifice. La descente au lampion, c'est parti pour tout là-haut. 21h, les vacanciers sont rentrés. Un autre monde prend place sur les pistes de la station de Montgenèvre. D'ailleurs, on voit, tu vois, au-dessus des lettres Montgenèvre, 50 mètres au-dessus, on voit une trace. C'est une trace de raquette, tu vois, avec un chemin à plat dans la forêt. Là. Mais souvent, ils prennent ça. Ça leur permet d'être un peu plus cachés. Comme ils connaissent pas, des fois le chemin tourne, ils se disent « Ah zut, ça me ramène en arrière », ils partent tout droit, ils se retrouvent dans des couloirs pas possibles. La voiture de police qui arrive. D'un côté, des habitants de la région partent en maraude pour porter secours aux migrants qui traversent la frontière franco-italienne. De l'autre, les hommes de la PAF, la police aux frontières, patrouillent. Au pied des pistes, dans les ruelles du village, une deuxième équipe de maraudeurs guette leur déplacement. Comme Elie, un étudiant qui maraude plusieurs nuits par semaine. Non mais c'est pas possible. Enfin je sais pas comment tu veux essayer de faire une maraude un peu correcte quand il y a 2 motoneiges avec 3 flics dessus. Il y a une voiture de flic là, une voiture banalisée là. Ils passent dans tous les sens. On part dans 1 minute, on est parti quoi. Bon, on va aller vers la voiture. Là. L'autre équipe de maraudeurs les a informés avoir secouru un groupe de migrants et les avoir pris en charge dans leur véhicule pour les redescendre à Briançon. 10 kilomètres que les migrants n'auront pas à parcourir dans la neige et le froid. Non, tu l'appelles pour lui dire où ils sont. Les 2 groupes de maraudeurs se suivent. Ouais, Ce soir, pas de patrouille de la police des frontières sur la route. Là, tu vois, on rentre juste dans Briançon. Donc, c'est là que mon père s'est été fait arrêter il y a un peu moins d'1 an quand il avait essayé d'emmener une femme enceinte à l'hôpital. Il s'était fait arrêter par la douane et ils avaient refusé qu'il l'emmène à l'hôpital alors qu'elle était en train d'accoucher et que l'hôpital est à 500 mètres. Il était sur le siège passager. Elle a accouché quelques heures plus tard à l'hôpital par césarienne. Donc là, il y avait assistance à personne en danger, oui, bien sûr. Qui était devant du coup. C'est ceux qui ont... Salut, bonsoir. Les 2 équipes de maraudeurs et les migrants arrivent sans encombre au refuge solidaire. Les autres, ils sont où? Ouais, on va là, ouais. Vous allez pouvoir vous mettre au chaud. Ils sont accueillis par les bénévoles qui leur offrent les premiers soins. Bonsoir. Là, il y en a en train de chauffer, mais ce serait chouette. Alors, j'ai des chaussettes pour ceux qui veulent. L'intérêt, c'est que ça te tienne chaud. Hein. C'est juste ça. Depuis 2018, 20 migrants en moyenne arrivent ici toutes les nuits. Même s'il fait pas froid ce soir, il y avait 4 degrés quand on est arrivé. Ils ont pu marcher 2 ou 3 heures dans la neige, souvent pas équipés, donc en fait même s'il y a 4 degrés, marcher dans la neige, ça suffit pour avoir les pieds gelés, quoi. Et là tu retournes donc. Là on va y remonter. Là, il est 11h. Il est 11h, ouais. Ça va, c'est tôt encore pour une maraude, parce qu'il y en a qui se finissent bien plus tard. Et voir s'il y a d'autres gens encore qui attendent des secours. Ouais, bah, c'est possible. Hein. La frontière franco-italienne est devenue la plus empruntée par les migrants qui cherchent refuge en France. En 5 ans, ils sont près de 100 000 à avoir été refoulés.
Face à la menace terroriste, la France a en effet aboli la libre circulation des personnes à ses frontières européennes. Depuis novembre 2015, a été rétabli le contrôle aux frontières de notre pays, c'est-à-dire des frontières qui sont intérieures à l'Union européenne, à la suite des attentats terroristes du 13 novembre, les attentats du Bataclan. D'après Amnesty International, dès 2016, 70% des migrants non admis en France ont été interpellés à la frontière franco-italienne. Pour éviter les contrôles, ils descendent à Clavières, le dernier village italien avant la France. Allez, c'est bon. De là, ils empruntent les sentiers escarpés qui les mèneront à Briançon. Première possibilité, contourner la station de Montgenèvre. Autre possibilité, passer par le col de l'Échelle, à 1760 mètres d'altitude, le chemin le plus périlleux. Des expéditions à haut risque qui ne découragent pas les candidats à l'exil. En août 2017, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Les autorités à la fois administratives, que sont la préfecture, le conseil départemental, ont commencé à être confrontées à cette problématique. Et ça a vraiment explosé, si j'ose utiliser ce terme, en septembre, octobre, où là, le conseil départemental a été, on peut le dire, débordé. Le nombre de migrants qui ont réussi à pénétrer en France par les pistes des Hautes-Alpes a été multiplié par 10 ces 3 dernières années. Quand vous faites face à un flux de personnes dont vous en avez plus de 98% qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, parce qu'ils ne viennent pas d'un pays en guerre, et que vous êtes sur la question d'une immigration qui est uniquement économique, je suis désolé, mais dans ces cas-là, il faut faire respecter les règles collectives qui sont les nôtres et qui sont celles de notre pays. Face aux migrants, la société se divise. D'un côté, ceux qui dénoncent leur arrivée et qui veulent y mettre un terme. De l'autre, ceux pour qui les secourir est un devoir. Il fait froid. Il peut descendre à -20 l'hiver. Quand on n'est pas équipé, que pour peu qu'il y ait de la tourmente, on peut avoir des extrémités gelées. Ça a été le cas de l'un d'entre eux qui a eu la nécessité d'avoir une amputation des pieds, enfin d'une partie des pieds, et puis d'autres qui sont morts. Hein. Voilà. Merci. Merci. En 2016, Mamadou est l'un des tout premiers migrants à avoir bravé la route de ces montagnes. D'origine malienne, aujourd'hui âgé de 27 ans, il vit depuis à Briançon. S'il n'a pas été expulsé, il le doit à ses pieds. Comme ça. Le drame s'est joué dans la nuit du 5 au 6 mars 2016. Alors qu'il venait de se faire refouler au poste frontière de Montgenèvre, accompagné d'un autre migrant, il décide de tenter sa chance par le col de l'Échelle. Le chemin le plus discret, mais le plus dangereux. Pour sa traversée, il ne portait qu'un simple blouson en sky, un jean et des baskets. Pour monter en haut de la montagne, il y avait la neige. On croyait que c'était juste ça, la neige. On continuait. On arrivait à la sommeil, on a trouvé la neige jusqu'à ici. On marche. Après, quand il fait nuit, on ne voit plus rien. Et c'est là qu'on arrive, on est tombé dans le trou. On est resté toute la nuit comme ça, souffrir. Et jusqu'à le lendemain matin, j'essaye de mettre debout. J'y arrive plus. Je mets debout, je tombe. Ah, j'ai dit, ça c'est chaud. C'est au moment que j'ai calculé dans ma tête, depuis les orteils et jusqu'aux genoux, je ne sentais plus rien. C'est comme des cailloux. Cac. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il parvient finalement à marcher et décide de laisser son ami sur place et de partir chercher de l'aide. Au bout de 2 heures, il atteint la station de Montgenèvre, où il croise une randonneuse.
Elle me dit, d'où venez-vous comme ça? Je lui ai expliqué tout ce qui est passé. Et j'étais en fatigue. La bouche, tout ça était KO net, comme des... J'étais tout sèche. Après, elle me dit, oh, pop, 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 pop. Elle me dit, vous êtes tout seul? J'ai dit, non, il y a mon collègue très longtemps ici. Et tout de suite, elle a sorti son téléphone, elle a téléphoné à la gendarmerie, qu'ils ont venu direct en l'hélicoptère. Ils ont parti chercher mon collègue. Et moi, elle m'a aidé à descendre jusqu'à la route qui est en bas, la montagne. Il fait du stop et parvient à l'hôpital de Briançon, où il est immédiatement pris en charge. Pendant 1 mois, ils vont tenter de sauver ses pieds. Le médecin me dit un jour, Mamadou, je suis désolé pour vous. Il faudrait qu'on essaye de couper votre pied, et sinon ça va être plus grave. Je dis, je comprends pas. Elle me dit, ouais, il faut qu'on coupe maintenant, et sinon parce qu'on ne peut plus la sauver. Quand il m'a expliqué ça, j'ai dit, non, je comprends pas. J'ai dit, moi, je vais perdre mes pieds. Il me dit oui. Ah, j'ai dit non. 6 mois d'hospitalisation pendant lesquels la police passe régulièrement pour voir s'il est en état d'être expulsé. La presse est prévenue. Mamadou fait la une. Il est sauvé par la médiatisation de son histoire. Merci à docteur. Aujourd'hui, j'ai une vie, j'ai un appartement, j'ai un enfant et j'ai beaucoup d'amis. Et franchement, je suis content. Oh, oui, oui. Mamadou a les pieds amputés, mais il s'en est sorti. C'est loin d'être le cas de tous. Le 7 mai 2018, au petit matin, Blessing Matthew, une Nigériane de 24 ans, arrive après des heures de marche à 3 km de Briançon. Les projecteurs de la gendarmerie la repèrent. Elle fuit en essayant de traverser la Clarée, mais elle est emportée par le torrent en crue. Son corps est retrouvé 2 jours plus tard, 15 km en aval. 1 an plus tard, au même endroit, le 7 février 2019 à 3 h du matin, Taninou, Togolais de 28 ans, est retrouvé mort d'épuisement et d'hypothermie au bord de la route. Son compagnon d'infortune racontera qu'il a fait signe aux automobilistes, mais que personne ne s'est arrêté. Les associations avancent le chiffre de 30 corps découverts dans la zone frontalière entre la France et l'Italie. Pierre Mimbert, 54 ans. Gérant d'un gîte d'étape et accompagnateur de randonnée. Enfant du pays, il ne s'attendait pas à ce que les montagnes dans lesquelles il a toujours vécu et travaillé connaissent un jour de telles tragédies. Ici, on est dans un endroit où les gens, avant, vivaient une vie très difficile. Je veux dire, la vie en montagne, quand il fallait faire les semences, les moissons, toutes ces choses-là, c'était quand même particulièrement difficile. C'était une vie de labeur où on se ruinait la vie, on se ruinait la santé. Aujourd'hui, c'est devenu un espace de jeu, de détente, de loisirs. Et au milieu de cet espace de jeu, de détente, de loisirs, il y a des gens qui viennent s'échouer, qui viennent chercher la protection et qui se retrouvent dans un enfer, quoi, dans quelque chose de très difficile à vivre, de violent. Face à cette situation, Pierre décide de prendre part aux maraudes. Un engagement qui va bouleverser sa vie. Moi, j'ai commencé comme ça, en effet, oui, en allant avec mes skis de fond, mes raquettes, marcher dans la forêt pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui arrivait, quoi. Alors c'est sûr que dans ces moments-là, on se retrouve... voilà, en parallèle, il y a la police qui cherche aussi à attraper des personnes. Donc c'est bizarre de se retrouver dans cette situation-là. Moi, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour, mais... Le 6 janvier 2018, lors d'une de ses maraudes à Montgenèvre, Pierre et ses compagnons sont suivis par des journalistes de la 7, une chaîne de télévision italienne. Ils tombent sur un groupe de migrants sur le front de neige. Une jeune femme est particulièrement faible et ne parvient plus à se tenir debout. Alors que Pierre l'installe sur une couverture de survie pour la protéger du froid, 2 agents de la police aux frontières les interpellent.
venez avec nous? Ces personnes étaient fatiguées, donc ce qui s'est passé, c'est que finalement, je les ai accompagnés jusque dans le véhicule de la police pour au moins adoucir un tout petit peu leur sort. Et en fait, ça s'est traduit par un témoignage tout à fait faux et complètement inventé de la part des policiers qui étaient présents. Et en fait, ce récit mensonger a fait que je me suis retrouvé au tribunal. Un an après les faits, après avoir été surveillé et convoqué à plusieurs reprises par la police, Pierre est jugé le 10 janvier 2019 au tribunal de grande instance de Gap. Chef d'inculpation, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en France. D'après les policiers, la personne qui a été poursuivie s'est opposée physiquement au travail des policiers. Si ça s'est passé de la manière dont les policiers l'ont décrit, à ce moment-là, il n'y a aucun doute que ce jour-là, il a violé la loi. Reconnu coupable, Pierre Mumbert est condamné à 3 mois de prison avec sursis. Une peine sévère. Il persiste à rejeter la version des policiers et fait appel. Aujourd'hui, il a rendez-vous à Marseille avec son avocat pour préparer sa défense. Il décide de verser au dossier les images tournées par l'équipe de la télévision italienne qui était sur place ce soir-là. Des images que la juge de Gap n'avait pas prises en compte lors de son procès. Pierre et son avocat les analysent afin de démontrer qu'il ne s'est pas opposé physiquement aux policiers. Donc là, on vous reproche d'avoir empêché l'interpellation de ces personnes, alors qu'en même temps, vous les mettez dans la voiture de la police. Alors là, moi, il y a quelque chose qui m'a étonné. Vous venez en voiture, vous nous suivez. Donc là, il dit aux journalistes, vous venez en voiture, vous nous suivez. Et quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre comment ça se passe. Il y a un des policiers qui reste là, et l'autre part seul dans la voiture avec 3 ou 4 personnes à bord. On voit le policier partir tout seul avec des gens qui ne sont pas entravés, heureusement, hein, et Pierre Mumbert est là. La voiture est partie. Lorsque la voiture de police s'arrête, Pierre est trop éloigné pour être en position d'intervenir physiquement et d'aider les migrants à s'échapper, comme il lui a été reproché. Ce sont les migrants eux-mêmes qui ouvrent les portières, laissant seule sur la banquette arrière la migrante affaiblie qui s'est évanouie. Et là, elle est déjà sortie, la dame. Les portières sont ouvertes et les migrants sont sortis. She's dying, she's dying. C'est... Si les migrants n'étaient pas partis, le procès-verbal aurait été rédigé de façon tout à fait différente. Je pense que cette procédure elle est déclenchée par une irritation policière de la façon dont ça s'est passé, et peut-être aussi une volonté de dire bon, on était 2, on avait 3 personnes, dont une extrêmement fragile, on n'a pas été capable de les amener jusqu'au poste, c'est pas notre faute, c'est parce qu'on nous a quand même mis beaucoup de bâtons dans les roues. Donc je pense qu'on a la rédaction du procès-verbal, c'est une forme de protection institutionnelle. Alors que les policiers semblent dépassés par la tournure des événements, Pierre rejoint la voiture de police en courant. En arrivant à sa hauteur, il découvre la migrante évanouie. C'est lui qui a appelé les pompiers pour la faire hospitaliser. Je suis juste en train de voir si elle n'est pas en train de faire un malaise, vraiment. Ok. J'appelle les pompiers. Non, c'est gendarmerie. On a voulu faire passer le message à Pierre et par l'intermédiaire de Pierre peut-être à d'autres personnes, au soutien, etc., qui auraient un regard vigilant et sévère qui serait porté sur l'aide humanitaire. Il y a quelque part quelque chose qui consiste à dire quand vous partez avec vos gants, vos thermos pour aller porter assistance, etc., faites très attention et réfléchissez. Ces décisions de justice, les opposants aux migrants vont les instrumentaliser. 21 avril 2018, opération Mission Alpes.
une centaine de militants de Génération Identitaire, groupuscule d'activistes d'extrême droite, débarquent au col de l'Échelle. Romain, au fond du cortège, demande à ce qu'un filet orange soit posé tous les 10 mètres. Leur objectif, dénoncer le laxisme de l'État en mettant en place une frontière symbolique pour barrer la route aux migrants. Eh bien, si le migrant force le passage, c'est très simple. On appellera la gendarmerie qui aura l'obligation d'intervenir, de prendre en charge le migrant qui est en situation illégale en France, et la justice fera la suite. Coût de l'opération, au moins 30 000 € pour une journée de mise en scène, avec des directs sur les chaînes d'infos et un clip diffusé sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, aucun migrant arrêté. C'était une pure opération de communication. Le contrôle aux frontières, c'est une mission régalienne qui n'appartient qu'au seul service de l'État. À la police aux frontières, dont c'est le cœur de métier, à la police nationale, la gendarmerie nationale, les douanes, qui ont d'autres activités mais qui y contribuent, et à personne d'autre. Donc cette idée de se faire passer pour des supplétifs était totalement faux. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de gêner le travail des services de l'État et de rien d'autre. Tout le monde est inquiet, hein, l'autorité politique, l'autorité administrative et moi-même, où on avait pendant toute une période dans le Briançonnais des maraudes d'un côté qui avaient pour but d'aider les migrants, voire de les aider à contourner les contrôles, et des maraudes qui avaient pour but, non pas d'aider les migrants à contourner les contrôles, mais de les appréhender pour les conduire à la police ou à la gendarmerie. En réaction à la mise en scène de Génération Identitaire, dès le lendemain, les solidaires répondent. Citoyens concernés, associatifs et militants antifascistes venus d'Italie, ils sont 500 à manifester de Clavière à Briançon. La police les attend. C'est l'affrontement. Au final, une dizaine d'arrestations. Parmi eux, 7 maraudeurs, dont certains repérés de longue date par la police. 9 mois plus tard, ils sont traduits en justice. Il y avait deux choix aujourd'hui. Soit c'était le choix de la solidarité, des maraudes, soit c'était le choix de la mort. Aujourd'hui, le tribunal de Gap a choisi la mort pour les exilés. Accusés, comme Pierre Mimbert, d'avoir aidé des clandestins à passer la frontière, ils sont condamnés à des peines encore plus lourdes. De 4 mois de prison ferme à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Des condamnations que le président du Parti républicain des Hautes-Alpes, candidat à la mairie de Briançon, approuve sans réserve. Je les considère comme des activistes. Ils sont absolument pas là parce qu'ils se sont réveillés un matin en disant « Mon Dieu, il faut aider des personnes en détresse ». Ils sont là pour pousser une cause, ils sont là pour la défendre et pour la défendre parfois de manière violente. Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Et aujourd'hui, la situation échappe à tout le monde. C'est ça la réalité. Est-ce que c'est le rôle de la communauté de communes du Briançonnais que d'assurer l'accueil d'urgence des populations qui migrent? Enfin, je ne le crois pas. Cet élu républicain exprime le point de vue des habitants du département qui voient les migrants d'un mauvais œil, mais se taisent. Seuls les solidaires et les identitaires se mobilisent. Mais sur la scène politique, tous les acteurs s'affrontent et les migrants sont au cœur des prochaines municipales. Monsieur Murgia, si vous voulez, fait partie de ces petits politiciens dont l'ambition est d'être au pouvoir, point à la ligne. Il y a une chose que je dis et que je redis, on n'a eu aucun vol à l'étalage, on n'a eu aucune agression physique, on n'a eu aucune nana ou autre qui soit venue se plaindre de gens qui les embêtaient, c'est pas des voyous qui viennent. C'est des gens qui rêvent d'un pays dont on leur a vendu l'illusion, mais c'est pas de la graine de violence. Loin des batailles idéologiques, les migrants continuent d'affluer, en dépit de toutes les condamnations.
7500 migrants hébergés en 2 ans au refuge solidaire de Briançon. 130 bénévoles de la région, mais aussi de toute la France et d'Europe, sont venus prêter main forte. 55 000 repas servis. Le refuge est financé par des dons de la municipalité, de particuliers, d'organisations humanitaires comme Emmaüs, le Secours catholique et Médecins sans frontières. Pour répondre à l'urgence, ces migrants venus pour beaucoup d'Afrique de l'Ouest ne peuvent rester que 3 ou 4 jours afin de laisser la place aux nouveaux arrivants. Pâquerette Forest, ancienne directrice d'école, bénévole de la première heure, les informe de leurs droits afin de les aider à poursuivre leur voyage. Là, c'est la liste de tous les endroits où tu peux trouver de l'aide à Paris. D'accord ? Là, tu as les adresses pour rencontrer d'autres personnes. Ce papier, il dit que tu te déplaces en France pour faire ta démarche pour demander l'asile. D'accord ? Il n'est pas officiel, mais là, il y a le code français, la loi française, qui dit que quand on se déplace pour demander l'asile en France, on n'est pas illégal. Mais les migrants qui résident au refuge risquent toujours de se faire arrêter et expulser par la police qui patrouille en ville, car il est situé dans la zone dite grise, une zone frontalière de 10 km à vol d'oiseau de l'Italie. Les bénévoles leur conseillent de ne pas sortir et de rester à proximité du refuge. Globalement, il y a quand même une vie qui s'organise dans des conditions où les gens ne peuvent pas sortir. Ça se passe pas si mal quand même, quoi. Enfin, c'est assez extraordinaire, je trouve. Donc il y a tout ça qui motive. Après, on se dit, je les envoie dans la rue, quoi. Donc c'est dur et puis on peut pas le cacher. Enfin, on peut pas ne rien dire, quoi. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de pas leur dire. Oui, qu'ils s'y préparent. En disant qu'il y a des petites chances, des petits biais, que c'est pas foutu, quoi. Parce que là non plus, on peut pas dire ça. Mais que la porte de la chance, elle est fine, quoi. Leur parcours en France ne fait que commencer. Après leur périlleuse traversée, la route sera encore longue et semée d'embûches. Première étape, déposer une demande d'asile. Mais les démarches sont tellement compliquées qu'il leur est très difficile d'y parvenir seuls. Si depuis son procès, Pierre Mimbert participe moins aux maraudes, il a décidé d'ouvrir son gîte aux migrants et de les accompagner. Il s'occupe de Djibril depuis son arrivée à Briançon en 2018. Il l'héberge et n'a jamais cessé de l'aider. Si je le disais Monsieur Pierre, il me disait Monsieur Djibril. Je dis bon, on arrête tout ça alors. Et là maintenant, ça va. Au début, j'avais du mal à te tutoyer. Ouais. Originaire de Guinée-Conakry, Djibril est parti de chez lui à 14 ans pour fuir la misère et faire des études. 10 ans de voyage en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye. Arrivé en Italie, il souffre des poumons, mais impossible de se faire soigner. Il décide de continuer son aventure vers la France. À Briançon, le médecin bénévole du refuge solidaire diagnostique une tuberculose et l'envoie d'urgence à l'hôpital. Mais à son arrivée en France, il ne connaît personne. Pierre, moi j'ai reçu son numéro par une autre personne qui m'avait dit écoute, moi je suis là pour le moment, je peux pas faire grande chose pour toi, mais par contre, je vais te donner un numéro de téléphone. Si tu as un problème, tu appelles la personne. Et arrivé à l'hôpital, il me demande est-ce que je connais, parce qu'ils m'ont dit j'ai la tuberculose, est-ce que je connais quelqu'un qui va être une personne de confiance pour moi? Et voilà, c'est Pierre qui toque la porte, il vient, il me dit Pierre, je dis ok, Djibril. Il dit c'est moi qui vous avez appelé hier. Ça a été facile dans la rencontre, quoi. C'est surtout ça qui était chouette, quoi. C'est difficile de recevoir aussi la souffrance des personnes, mais à côté de ça, il y a quand même
vrai échange, quoi. En fait, voilà. Je pense que je réalise à ce moment-là, moi, que oui, on est tous les mêmes, quoi. C'est pas facile pour se préparer pour cette histoire de... Donc ça veut dire qu'il ne faut pas raconter trop de choses. Depuis la fin de sa convalescence, Pierre assiste Djibril dans sa demande d'asile. Mais le règlement européen, dit de Dublin, interdit aux migrants de déposer une demande dans un pays autre que le pays européen d'arrivée. Djibril a bien déposé sa demande en Italie, mais depuis la montée de l'extrême droite dans ce pays, l'accueil des migrants s'est durci. Djibril, comme tant d'autres, espère être dédubliné pour pouvoir déposer une demande d'asile en France. Ouais. C'est pas facile la vie. Hein. Ouais. Si on dit la vie, c'est un combat, c'est ça, quoi. Enfin, moi, ce que je te disais l'autre jour, c'est que déjà, on ne devrait pas avoir à vivre déjà tout ce que vous avez vécu à votre âge, quoi. C'est des choses qui sont déjà au-delà de ce qu'on devrait accepter, de ce qui est acceptable, quoi. Les épreuves de Djibril sont loin d'être terminées. Si la France accepte de le dédubliner, il lui faudra encore être reconnu réfugié politique. Mais la Guinée n'est pas considérée comme un pays en guerre. Il y a des pays où ça ne va pas, mais c'est invisible. Moi, je peux dire, en Guinée, rien ne va. La jeunesse n'a pas d'avenir. Tu es en danger. Et pour moi, économique, politique, on n'a pas de choix. C'est comme ça. Aujourd'hui, Djibril a rendez-vous à la préfecture de Marseille, où sont traitées les demandes d'asile de la région. Après 15 mois d'attente, il va enfin savoir s'il est dédubliné. On lui donnera alors un dossier de demande d'asile. À terme, s'il n'est pas reconnu réfugié politique, il pourrait être expulsé. Après 4 heures d'attente, il sort enfin de la préfecture, avec une réponse positive. Voilà, demande d'asile. Ouais. Maintenant, il faut remplir ça et envoyer à l'OFPRA. 21 jours. Ouais, à peu près 21 jours. 21 jours. 21 maximum. Jours. Maximum, ok. Pas un de plus, ni un, même peut-être un de moins même. Là, il y a marqué demande d'asile. Ça veut dire que maintenant, jusqu'à maintenant, tu étais en attente. Maintenant, tu fais ta demande. Maintenant, tu demandes l'asile. Officiellement, tu peux demander l'asile en France. Et comme on s'est dit, c'est... En fait, c'est maintenant que ça commence, quoi. Ouais, c'est le début, quoi. Comme si c'est le début, quoi. Ouais. Mais bon. C'est un vrai début, là. Ça va aller. Ouais, on espère. Ouais. La situation des mineurs et le respect de leurs droits sont encore plus délicats. En 2018, un tiers des migrants accueillis au refuge de Briançon se déclaraient mineurs. La plupart, originaires d'Afrique de l'Ouest, essentiellement de Guinée, Côte d'Ivoire et Mali, ont voyagé seuls et ont survécu à la traversée de la Libye en guerre, de la Méditerranée et des Alpes. Tu viens de Guinée? Oui, Guinée-Conakry. Tu as quel âge? 16. Tu es né quand? Tu peux me donner ta date de naissance? C'est le 13 décembre 2003. 2003, ok. D'accord, donc tu viens juste d'avoir 16 ans? Oui, oui. Il n'y a pas longtemps, ok. Nous, on va faire un papier qui s'appelle une information préoccupante, qui dit que tu es mineur et qu'on demande que tu es en danger, qu'on ne peut pas te laisser comme ça, tout seul, et qu'il faut que l'État français te prenne en charge. Et en même temps, on doit t'accompagner au poste de police. La police va te donner un billet de train pour aller à Gap, qui est une ville qui est à 100 km d'ici, et après, vous allez passer une évaluation. Tous les mineurs doivent passer par Gap, la capitale du département. Car la Convention européenne des droits de l'homme oblige les pays signataires, dont la France, à protéger de manière identique tout mineur qui se trouve sur son territoire, qu'il soit accompagné ou non, et quelle que soit sa nationalité et son origine. Aucun ne peut être expulsé.
Mais pour être officiellement reconnu comme tel, il doit passer une évaluation conduite par l'aide sociale à l'enfance qui dépend du Conseil général des Hautes-Alpes. Entre 2018 et 2019, 1700 jeunes migrants ont été envoyés ici. 90% ont échoué et n'ont pas été reconnus mineurs. Ce jeune Camerounais fait partie des déboutés. 8 mois après son évaluation, Francis continue d'affirmer qu'il n'a que 17 ans. Chantal, une médecin généraliste de Gap, l'a recueilli. Elle l'héberge et le nourrit à ses frais. Et Francis, Oui? ton bulletin, tu l'as montré à l'avocate? Non. Tu lui as pas montré? Non. Il faut qu'on lui amène, hein? Je sais pas. Ben si, c'est un élément important, ça montre que tu as bien travaillé. 20 sur 20, 19 sur 20, 14 sur 20, 16 sur 20, 14 sur 20. Que des 14 sur 20, c'est la plus petite note. Je suis fière de lui. Avec l'aide d'un réseau associatif, Chantal est parvenue à le scolariser dans un lycée technique. Mais Francis ne parvient toujours pas à comprendre comment l'administration française a pu le mettre à la rue alors qu'il était sur le point de subir une opération chirurgicale pour une hernie intestinale. Depuis le jour qu'ils m'ont jeté à la gare, à 8 h, avec la neige, il pleuvait. Je n'avais pas d'habit pour me protéger, rien. C'est un monsieur qui m'a aidé en appelant une membre de Secours catholique. Avec le froid, la pluie qui pleuvait. J'étais gravement malade et puis je devais me faire opérer dans la semaine qui suivait. Et eux, ils ne pensaient pas à ça. Et après, ils me disent que je n'ai pas raconté que j'étais malade au conseil départemental. Et ça me fait très bizarre. Très bizarre même. Ça, la manière dont moi je vois les choses, c'est comme si eux, ils ne nous aiment pas. Que de nous dire simplement que nous, on ne veut pas de vous. Ouais. Pour comprendre pourquoi autant de jeunes migrants échouent à l'évaluation et se retrouvent privés d'aide, nous avons demandé à être reçus par l'aide sociale à l'enfance. Devant l'afflux de jeunes migrants, 10 fois plus nombreux depuis 2017, ils ont dû ouvrir un local dédié et embaucher. Donc on a 3 bureaux d'évaluation qui peuvent être menés simultanément, donc trois évaluations. Ce sont des bureaux qui garantissent la confidentialité des échanges et des propos qui sont tenus. C'est très simple, très spartiate. La direction avait accepté que l'on puisse filmer la conduite d'un de ces entretiens. Mais le jour du tournage, tout se bloque. Impossible de rencontrer les évaluateurs. Nous n'avons droit qu'à des bureaux vides et à une interview, on ne peut plus officielle. Je peux vous dire que les évaluations sont faites de manière très sérieuse. Il y a une circulaire qui fixe le cadre de l'évaluation. On l'applique vraiment à la lettre. Et ce sont des décisions qui ne se prennent pas à la légère. Il y a des confrontations de points de vue entre les travailleurs sociaux. Tout cela est validé par la chaîne hiérarchique. Et si, au final, à l'issue de ce processus, le jeune est déclaré majeur, il l'est pour l'institution départementale. C'est-à-dire qu'il ne peut prétendre à la protection du conseil départemental. Donc, on ne peut pas blâmer certains de vouloir se faire reconnaître comme mineurs. Donc c'est à nous, et c'est notre difficile travail, c'est de séparer le vrai du faux, d'essayer d'avoir le maximum d'éléments objectifs pour déterminer une minorité ou une majorité. Après, effectivement, le système n'est pas parfait. Il y a ceux qui ne sont pas mineurs, qui échappent à notre champ de compétences. Voilà, je constate effectivement qu'il y a quelques trous dans la raquette, effectivement, que le système n'est pas parfait. Au sein de l'aide sociale à l'enfance, les positions divergent sur les méthodes et les critères utilisés.
Une évaluatrice recrutée en 2018 a accepté de nous parler, mais sous couvert d'anonymat. Alors j'ai tenu à témoigner tout simplement parce qu'il y a des choses qui étaient questionnantes quant à la prise en charge de ces jeunes. Tous les évaluateurs ont connu ce sentiment-là à un moment donné, en étant intimement persuadés que la personne en face de nous à ce moment-là était réellement mineure. Et au moment de la discussion et des échanges en équipe pluridisciplinaire, finalement, la décision retenue était un refus, donc reconnu majeur. Je pense qu'on a tous eu ça à un moment donné, d'avoir été presque en colère. Et finalement, je me sentais pas à ma place dans ce contexte-là. C'était pas de cette manière-là dont j'avais envie de travailler avec ce public. Donc j'ai décidé de quitter pour aller travailler ailleurs. Ouais. Les déminorisés sont remis à la rue, livrés à eux-mêmes. Premier refuge possible, le Césaille, un squat situé au centre de Gap, dans un immeuble désaffecté de la municipalité. Ce centre d'hébergement illégal est pourtant devenu indispensable. Le 115, l'urgence sociale, le sollicite régulièrement pour héberger les plus démunis. Grâce aux opérations de récupération et aux dons, le Césaille parvient à héberger et à nourrir 80 migrants par jour, mineurs compris. Oui, il y a pas mal de mineurs. Et ça dépend du nombre de déminorisations. Régulièrement, ils sortent. Et là, ils ont un moment de no man's land où ils sont ni mineurs ni majeurs. Ils font un recours devant le juge des enfants qui souvent ne les reconnaît pas mineurs. Alors que, en fait, on les voit, ils sont mineurs. Moi, je trouve ça dramatique. Ils peuvent pas faire leur demande d'asile parce que leurs papiers disent qu'ils sont mineurs, mais ils sont pas reconnus mineurs. Et en fait, ils ont 3-4 ans de rien, d'errance. La municipalité de Gap exige la fermeture du squat et porte l'affaire en justice. Les migrants qui y trouvent refuge risquent à leur tour de se retrouver à la rue. Pour faire face à la recrudescence de la précarité, Cécile Leroux, juriste à la retraite, a fondé le réseau Hospitalité de Gap, que l'évêché a accepté d'héberger au sein des locaux du Secours catholique. Ça, c'est quoi ça? Aujourd'hui, elle reçoit des chercheurs de l'ONG Human Rights Watch, qui enquêtent sur le traitement des enfants non accompagnés dans le département. La médecin du réseau leur parle de l'absence de considération pour la santé des jeunes migrants. Pour moi, c'est un scandale sanitaire. On a l'impression que le ministère de l'Intérieur a pris le pas sur le ministère de la Santé, tout simplement. Je crois qu'il y a une obsession sécuritaire, ou que, je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement, qui masque quelque chose, une autre obsession sécuritaire qu'on devrait avoir. On a beaucoup d'hépatites actives, d'hépatite B actives qui partent dans la nature comme ça. C'est quand même un gros problème qui se prépare sur le plan sanitaire national, européen, je ne sais pas quoi. En parallèle, Cécile travaille sur les dossiers des jeunes déminorisés par l'aide sociale à l'enfance, notamment sur celui de Francis. Elle prépare sa demande de recours devant le juge pour enfants. Pour construire sa défense, elle a décidé de lui faire passer une contre-évaluation. Face à Francis, 2 évaluateurs bénévoles, un professeur d'histoire-géographie du lycée de Gap et une ancienne assistante sociale des services sociaux du département. Une épreuve. Il va devoir raconter une nouvelle fois la violence de son histoire. Donc, quelle est ta date de naissance? Je suis né le 1er mai 2002. 1er mai 2002. D'accord. Et où es-tu né? Je suis né au Cameroun. Au Cameroun? Oui, à Tonga. Tonga? Oui.
Et est-ce qu'ils sont toujours en vie, tes parents? Mes parents sont plus en vie. Ils sont plus en vie? Oui. Mes parents ont décédé par un accident de véhicule. J'avais 14 ans. 14 ans? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'accident de tes parents? Après l'accident de mes parents, mon oncle a décidé de me pourrir la vie parce que mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Après le décès de mes parents, mon oncle est venu un matin avec plusieurs messieurs me demander de sortir de la maison de mon père. Il t'a demandé de ne plus jamais revenir à l'atelier de ton père? De mon père. Donc, en fait, si je comprends bien, t'as pas décidé de quitter le Cameroun? Je n'ai pas décidé de quitter le Cameroun. On t'a fait quitter le Cameroun? Je n'ai pas décidé de quitter le Cameroun. Ouais. D'accord. Francis et sa sœur n'ont pas quitté leur pays pour des raisons politiques ou économiques, mais comme beaucoup de jeunes migrants, pour fuir des situations familiales, sociales et religieuses, souvent violentes et sans avenir. Première étape de leur route de l'exil, Yaoundé, la capitale du Cameroun, où ils cherchent à travailler dans la menuiserie. Mais l'adolescent tombe sur un employeur qui les kidnappe, les emmène au Tchad et les vend à un trafiquant libyen. Destination, Tripoli. Donc vous étiez dissimulé dans le pick-up où on vous avait obligé à monter de force? On nous a obligés de force de monter dans la pick-up avec les armes. Vous étiez sous la bâche. Et c'était des Libyens? C'était les Libyens. On voyage, on roule. Et ma petite sœur me dit que est-ce qu'on ne peut pas nous tuer? Il n'y a pas de maison, on ne voit rien, ce n'est que le sable qu'on voit. On était tous inquiets et on pleurait. On pleurait. Vous vous sentiez piégé là dans cette voiture, hein? Ouais. Arrivés en Libye, ils sont immédiatement enfermés. Leur geôlier donne ordre à Francis d'appeler les membres de sa famille afin de leur soutirer de l'argent. Une forme de chantage et d'extorsion que de nombreux migrants racontent avoir vécu. Francis va vivre pire encore. Vous étiez tous les deux, il n'y avait pas personne pour envoyer de l'argent. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en Libye, ils ont commencé à violer ma petite sœur devant moi. Et un matin comme ça, là, ils ont appelé ma petite sœur pour le violer. Ma petite sœur a dit non, je suis fatiguée, laissez-moi tranquille. C'est où un Libyen est sorti derrière, a arrêté le cou de ma petite sœur, l'a tordu. Après, le cou s'est cassé, là, il jeté ma petite sœur au sol comme ça. Là. Ma petite sœur. C'est difficile ce qu'on te demande là, hein, c'est sûr. Je n'avais plus de paroles. Je n'avais plus rien à dire. Parce qu'ils étaient plus forts. Oui, ils étaient les plus forts. Et quand ils ont tué ma petite sœur, je ne sais pas où ils ont amené le corps de ma petite sœur. Son calvaire continue. Après la barbarie infligée à sa sœur, ses ravisseurs l'obligent à travailler comme esclave. En contrepartie, ses geôliers lui promettent un départ pour l'Italie. Après 8 mois de labeur, il embarque sur l'un de ces rafiaux qui traversent la Méditerranée. Une route de l'exil qui tue 2000 d'entre eux chaque année depuis 10 ans. Cette frontière est devenue la plus meurtrière au monde. Francis survit. Arrivé en Sicile, il est enfermé dans un campo. Il souffre terriblement du ventre, mais ne reçoit aucun soin. Il s'évade. Direction Turin, puis la frontière française et la périlleuse traversée des montagnes.
Les agents de la police aux frontières le reconduisent en Italie à 4 reprises. À sa 5e tentative, un agent compatissant le laisse entrer. À son domicile, Cécile Leroux du réseau Hospitalité découvre avec une avocate le témoignage de Francis. Les deux femmes vont s'appuyer sur son récit pour préparer sa défense devant le juge des enfants. Elle compare cette contre-évaluation à l'évaluation réalisée par l'aide sociale à l'enfance. Ce qui n'est pas évident, c'est de lire dans le rapport d'évaluation qu'il n'a pas d'émotion et que... Oui. Comment ils ont fait pour pas voir ça? Oui, alors que là, il a l'air quand même très ému par ce qu'il raconte en Libye. Il ne demande pas pourquoi elle est morte, la petite sœur. Il y a peu de questions qui sont posées sur cet épisode, puisque l'épisode de la Libye, il est repris sur 5 lignes. Les conclusions des 2 évaluations s'opposent surtout. Pour la contre-évaluation, le comportement de ce jeune et sa vulnérabilité très présente sous les blessures infligées nous font pencher vers une très probable minorité, même si les traumatismes traversés ont conduit à une douloureuse maturité précoce. Alors que pour l'aide sociale à l'enfance, le fait qu'il se montre acteur de son propre parcours migratoire et qu'il ne fait pas preuve de vulnérabilité ne permettent pas de plaider en faveur de la minorité de Francis. Il ne se pose pas de questions sur l'affectif de ce que vit ce jeune, finalement. Et c'est ça que je trouve compliqué dans ces évaluations, c'est qu'on a l'impression qu'il y a pas d'empathie avec le jeune, quoi, moi, il me semble. La conclusion, c'est qu'il est très fragile et qu'il fait preuve de vulnérabilité. Donc rien que ça, c'est assez patent sur les différentes analyses qu'il peut y avoir et surtout le caractère subjectif qui ressortent de ces évaluations, en sachant que normalement le doute doit profiter aux mineurs. Et là, on a l'impression, au regard des rapports d'évaluation du département, que le doute ne profite pas aux mineurs. Pas de prise en compte par l'administration des vécus traumatiques. Face à ce qu'elle qualifie de déni d'humanité, 150 familles se sont mobilisées dans toute la région pour accueillir les déminorisés. Dans la vallée du Champsaur, les familles se réunissent régulièrement pour échanger leur expérience et s'entraider. Comme ça. Allez, c'est parti. Ça va. Ouais, bravo. Oh, wow, toi. Ce dimanche après-midi, elles organisent un concours de molki, l'occasion aussi pour les jeunes de se retrouver. Il manque 2 points. Ah là, c'est méchant. C'est vrai qu'il y a un travail des bénévoles qui est énorme, quoi. Qui se substitue, on va dire, à l'État. Tout simplement. Hein. Puisque l'État, c'est malheureux à dire, mais on n'en veut pas, quoi. On n'en veut pas, donc on va leur mettre tous les bâtons dans les roues, on va leur compliquer la vie pour avoir des papiers, pour tout. Et s'il n'y avait pas justement des réseaux d'associations de bénévoles, c'est des jeunes qui seront à la rue, enfin c'est des futurs délinquants. Moi je me dis que tout ce qu'on ne fait pas, on le paiera plus tard. Moi je vais aller chercher des cadeaux. Lily, il y a des cadeaux. Ça. Allez, Aboubacar. Bravo. Et l'équipe finale. Bravo. Merci. Merci. C'est bon. Juriste à la retraite, Cécile Delattre habitait seule cette grande maison du village de la vallée du Champsaur. En 2018, découvrant le nombre de jeunes migrants à la rue,
elle en accueille 8 chez elle. Une initiative personnelle, elle n'appartient à aucune association et finance son action avec sa retraite et ses économies. C'est quand même un avantage d'être ici. Parce que vivre à mon âge en dehors de sa famille, pour moi, ça a été dur. Et je sais que c'est dur. Il y a plein d'autres aussi, des migrants qui pensent comme moi. C'est dur de vivre sans sa famille, mais si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Je vois les uns comme ça. C'est beau et ça sent bon. 18 mois plus tard, 2 d'entre eux logent encore chez elle. Elle s'occupe d'Ahmed et d'Abou, comme de ses propres enfants. Voilà. Bon, c'est le moment de vérité. Ahmed, 16 ans, originaire d'Éthiopie, issu d'une minorité persécutée, a été reconnu réfugié politique. Quant à Abou, originaire de Guinée, il a bien été reconnu mineur. L'aide sociale à l'enfance n'avait pas de famille d'accueil à proposer. Plutôt que de les laisser dans la rue, le juge des enfants a accepté de nommer officiellement Cécile famille digne de confiance. Mais lorsqu'elle a tenté de les scolariser, l'inspection académique de Gap a refusé. Je suis allée voir l'inspecteur d'académie. J'ai dit que j'étais pas d'accord, j'ai sorti les textes et tout. J'ai le droit à la formation des jeunes, le droit à la scolarisation. Et puis pourquoi, comment, où, quoi, je ne sais pas. Toujours est-il que quelques temps après, le directeur du lycée a accepté de scolariser mes jeunes. Voilà. Pour les scolariser, ça a été un combat. Ah oui, c'est-à-dire que j'ai tiré tous azimuts, si je puis dire. Hein, oui, bien sûr. Ça va les gars? Ça va. C'est le lycée Poutrin, De la partie de Molki. un établissement privé, qui a ouvert la voie. Il a été le premier du département à avoir accepté l'inscription de jeunes migrants. Depuis novembre 2018, ils sont 80 à avoir été scolarisés dans l'ensemble des établissements publics et privés des Hautes-Alpes. La décision de l'académie d'accepter la scolarisation de ces jeunes migrants a suscité la désapprobation de certains parents. Des réticences que la direction du lycée a dû prendre en compte. Ça a été très clairement dit et validé en conseil d'administration comme quoi il n'y aurait pas de prix préférentiel, entre guillemets, pour ces jeunes-là, que c'était pour tout le monde pareil, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on le fasse pour eux et pas pour des familles défavorisées. Donc on est parti du principe qu'on avait des frais de scolarité, que c'était pour tout le monde. Après, aux familles d'accueil de s'organiser financièrement pour trouver les fonds nécessaires pour payer la scolarité de leurs jeunes. Donc moi, ce que j'espère surtout, c'est que derrière, déjà leur situation administrative s'éclaircisse en tout cas, qu'ils sachent ce qu'ils sont en France, parce qu'aujourd'hui, finalement, ils sont dans un entre-deux et je me dis que ça ne doit pas toujours être simple de le vivre. Beaucoup de ces jeunes scolarisés attendent des décisions de justice déterminantes pour leur avenir. Ils ne savent pas s'ils pourront demain rester en France et continuer leurs études. Il y aura Madeleine, je pense. Oui. On a dit qu'avec, ouais. C'est un grand jour pour Francis. Après 6 mois d'attente, il est convoqué devant le juge des enfants de Gap afin que le rejet de sa minorité par l'aide sociale à l'enfance soit reconsidéré. 34 déminorisés ont été convoqués. En 10 minutes, le juge des enfants devra décider pour chacun s'il est mineur et si sa famille d'accueil est digne de confiance. Un des premiers auditionnés de la matinée ressort. Il est reconnu mineur.
C'est au tour de Francis. Bonjour. Pour son avocat, la contre-évaluation réalisée par le réseau Hospitalité pourrait aider. Mais rien n'est joué. 10 minutes plus tard, Chantal Timmy est acceptée comme personne d'accueil. Mais la reconnaissance de la minorité de Francis est repoussée, officiellement pour raisons administratives. Le report de date est angoissant, mais voilà. Mais de notre côté, jusqu'à présent, je n'étais rien. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis dans un vide. J'hébergeais, voilà. Donc maintenant, voilà. Francis devra revenir dans un mois. Bilan de la journée, sur les 34 jeunes auditionnés, 4 seulement ont été reconnus mineurs. Les décisions ne vont pas dans le sens de l'enfant. Qu'il puisse, sur ce nombre incalculable de jeunes qui sont passés devant lui depuis qu'il est là, qu'il puisse dire, bon, bah, celui-là, je ne pense pas qu'il est mineur, il a le droit. S'il a vraiment des certitudes qu'il n'est pas mineur. Mais là, c'est un nombre vraiment énorme par rapport... c'est pas possible que tous les papiers de ces enfants soient faux, c'est pas possible. Et comment vous l'interprétez Eh ben, parce qu'il y a sans doute des consignes de chiffres. Oui, nous, c'est ce qu'on Nous, c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'enfants qui ne soient pas reconnus mineurs et puis qui disparaissent de la circulation. C'est ce qu'on appelle les invisibles, après. Voilà. Les invisibles, les sans statut, sont là, à la gare Saint-Charles de Marseille, dans un lieu initialement mis en place par la SNCF pour aider ses clients en détresse. La plupart sont des déboutés du droit d'asile, mais 95% d'entre eux restent sur le territoire français en toute précarité. Que voulez-vous? Your café. Vous lui faites le café? Depuis 2 ans, ce local est investi par les migrants, majeurs et mineurs, qui convergent de toute la région vers Marseille, avec l'espoir que la grande ville leur offrira une chance. Ah ouais. Vous nous avez aidés, nous sommes reconnaissants. Je pense que l'État ne fait pas ce qu'il faut, c'est très grave. Qu'on ne laisse pas une population comme ça, dans l'errance, dans l'instance. En fait, on ne la reconnaît pas, cette population. Je trouve ça très dangereux, inacceptable qu'on tire un trait, qu'on fasse semblant de ne pas voir. Au bout du désespoir, s'il n'y a rien, ils peuvent être enclins à tout faire. Devant l'ampleur de l'arrivée des demandeurs d'asile à Marseille, Jean-Pierre Cavalier, un ancien pasteur et travailleur social, a fondé en France en 2015 le réseau Hospitalité. Voilà, on est à la halle Puget. Et donc les demandeurs d'asile viennent là pour être un peu au minimum à l'abri de la pluie, un petit peu aussi du froid à cause du toit. Mais non, on a honte que des personnes soient traitées comme ça. On y trouve des mineurs, on y trouve des femmes enceintes, on y trouve des enfants en bas âge. Alors, il y a des gens qui passent là, qui sont choqués de cette situation, qui nous téléphonent en disant « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Nous, on a rien dans nos têtes, rien. Combien sont-ils d'invisibles, aérés, en proie à la misère, livrés aux trafics en tout genre, poussés vers la violence et condamnés à des vies indignes.
29 août 2019. 3 leaders de l'association d'extrême droite Génération Identitaire ont été condamnés pour troubles graves à l'ordre public et substitution aux forces de l'ordre. Ils ont écopé de 6 mois de prison ferme. Ils ont fait appel. Pierre Mumbert, l'aubergiste condamné à 3 mois de prison avec sursis, a été acquitté en appel et continue à aider les migrants. Djibril n'a pas encore reçu de réponse à sa demande d'asile, mais a réussi une première année en CAP de mécanique à Arles, où il espère poursuivre ses études. Mamadou a trouvé du travail malgré son handicap. Il est embauché dans un restaurant de Briançon. Depuis plus de 2 ans, son patron cherchait un cuisinier en CDI. Ça va Mamadou? Ça va, super. Nickel, ils sont super beaux. Francis n'a pas été reconnu mineur par le juge des enfants de Gap. Il a fait appel. À la fin de son CAP, il veut rembourser chaque personne qui l'a aidé. Abou termine son CAP de froid et climatisation. Il est parti vivre à Lille avec sa petite amie, dont le père travaille dans le bâtiment. Ahmed, son frère d'adoption, vit toujours chez Cécile et poursuit ses études. Il s'est découvert une nouvelle passion, courir. Il gagne course après course et rêve de devenir champion de France. Usain Bolt. On va 12-5.